Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Christelle Albaret. Alors c'est le moment de la chronique émotion. On ne va pas parler de nourriture, on va parler en revanche d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec votre playlist du moment et un artiste que vous adorez. Il s'agit de Céron. Oui. Alors on peut entendre Supernature, Supernature, on va essayer de le faire avec le bon accent. Présent sur son dernier album, un Céron by Céron, sorti le 14 octobre dernier. Alors Supernature, un tube sorti à l'origine en 1977 qui a fait danser des générations entières de clubbers encore aujourd'hui. Alors tout le monde a évidemment la musique en tête et un peu moins ce que raconte le titre. Et quand on s'intéresse aux paroles, on voit que les textes de Céron étaient aussi avant-gardistes que sa musique. Je m'explique. L'histoire de la chanson raconte en effet un futur où l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture a créé des monstres qui cherchent alors à se venger de la race humaine. Alors quand on voit toutes les polémiques sur les pesticides de ces dernières années, on se rend compte à quel point Céron était un visionnaire. Ça date de 1977, on le rappelle. Alors Marc Céron, un artiste au destin incroyable, un fils d'immigrés italiens ayant échappé au fascisme. Il est marqué à 5 ans par la séparation de ses parents qu'il ne supporte pas. Résultat, au collège, Céron est un élève turbulent qui ne cesse de se faire renvoyer. Pour le canaliser, sa mère lui offre une batterie à l'âge de 12 ans en espérant que ça le rendra plus sage à l'école. C'est raté parce que cette batterie n'a pas l'effet escompté. À 14 ans, Céron devient batteur, fonde son premier groupe et quitte l'école. Il fugue même de chez ses parents. Voilà, sa maman elle a eu tout faux. Quoique. Au final, cette batterie offerte donc par sa mère va lui changer sa vie. Il est en effet repéré par Eddie Barclay qui le fait jouer au Papagayo à Saint-Tropez. La suite, on la connaît tous puisque Céron est à lui seul un véritable patrimoine de la culture disco des années 70 et 80. Un patrimoine, rendez-vous compte, qu'on n'aurait peut-être jamais connu s'il avait été un élève sage au collège. Ça nous fait véritablement penser quand même, en effet. Et je pense que c'est très intéressant de se dire que les vecteurs qui nous emmènent dans la vie, je disais tout à l'heure, oser ses rêves. En fait, on a tous des choix dans la vie. Nous sommes la somme des choix que nous réalisons. Et c'est bien de se dire que si dans la vie, ce qu'on est aujourd'hui, peu importe notre âge, qu'on ait 5 ans, 10 ans, 70 ans, comme on est la somme de nos choix, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, il suffit juste de continuer à faire de nouveaux choix qui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'on aurait envie. Et d'ailleurs, on va reparler rêve dans quelques minutes dans le tac au tac sur cette antenne. On va poursuivre avec une autre artiste que vous aimez, il s'agit d'Anne Silla, Jérôme. Oui, Anne Silla, qui vient de sortir son nouvel album, Madeleine, paru le 25 novembre dernier. Alors Anne Silla, on le rappelle, qui s'est fait connaître en 2005 en participant à The Voice. Alors si cette saison-là, elle avait perdu en finale face à Lilian Renaud, elle a su prendre sa revanche il y a un an en remportant The Voice All Stars, soutenu par Florent Pagny, qu'elle retrouvait. Une revanche avec un goût un petit peu amer malgré tout, puisque malgré cette victoire, son album sorti en 2021, dans la foulée de sa victoire, n'a pas rencontré le succès. Alors pour son nouvel album Madeleine, sorti donc il y a 15 jours, Anne Silla a joué un peu plus la sécurité puisqu'elle reprend des chansons phares de la chanson française avec des tubes d'Hervé Villard, Daniel Balavoine, Mike Brandt ou encore Dalida qui avait sorti le titre Pour ne pas vivre seul en 1972 qu'on peut écouter. Alors une chanson qui reflète totalement la vie de Dalida. La chanteuse a mené une vie de rêve faite de célébrité, de richesse et d'admiration. Et malgré ça, la solitude a toujours accompagné Dalida qui a vécu de nombreux drames personnels et qui s'est toujours sentie très seule. Dans sa chanson, Dalida parle donc de ce sentiment de solitude qui peut ronger chaque être humain. Une solitude que même la mort, selon Dalida, ne semblait pas capable de vaincre puisqu'elle déclarait dans sa chanson « On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. » Finalement, c'est dans la mort que Dalida trouvera la délivrance. La vie lui étant devenue insupportable, elle finira par y mettre fin en 1987. Et Joseph Agostini et moi, on aime beaucoup Dalida. Et puis, comment ne pas évoquer le fait qu'Anne Silla, connue en 2015 dans The Voice, avait repris aussi la chanson « Je reviens te chercher » qu'on a évoqué dans cette chanson, bien sûr, de Gilbert Bécaud. Elle avait, entre guillemets, dragué Florent Pagny en lui disant « Reviens me chercher », puisque à l'époque, c'était lui son coach dans l'émission. On va quitter la musique pour de la littérature, Jérôme. Oui, on va s'intéresser au dernier livre que vous avez lu, Christelle Albaret. Il s'agit de Mourir n'est pas te perdre de Christophe Fauré, paru il y a tout juste un an. Alors un livre qui raconte l'histoire d'amants au destin tragique, d'une mère dévastée, d'un frère protégeant sa sœur. Alors ballotté de vie en vie dans différentes époques et différents pays, il se retrouve dans d'autres corps masqués par un voile d'oubli. Alors pour bien comprendre de quoi on parle,
Il faut savoir donc que Christophe Fauré est un psychiatre spécialiste du deuil qui nous emporte donc dans son roman au cœur d'un voyage initiatique où l'amour demeure la seule et unique réponse par-delà la vie et par-delà la mort. Dans ce roman, Christophe Fauré nous offre donc un formidable aboutissement de son expérience de psychiatre, un spécialiste de la fin de la vie et de l'accompagnement du deuil, avec une morale. Le travail de deuil n'aboutit pas à l'oubli, bien au contraire, il garantit le non-oubli. Exactement. C'est au-delà d'être un super psychiatre, il fait des ouvrages et des livres qui sont, une véritable, la possibilité de faire son chemin aussi par soi-même, parfois on a tous la possibilité de faire un chemin de vie par un livre, une lecture. Je prends Laurent Gournel qui fait vraiment aussi cela super bien, accessible à tous. Et dans ce livre, alors j'adore cette idée, mais peut-être parce que je crois qu'un peu aussi c'est quelque chose qui me parle personnellement, mais c'est cette idée qu'on a plusieurs vies et qu'à chaque vie, on fait une étape pour se construire, pour améliorer, pour grandir intérieurement. Et en fait, j'aime l'idée de me dire que dans cette vie-là, c'est quoi ma mission dans cette vie-là ? Et en fait, à travers ce livre, mais de façon très à la fois symbolique, mais en même temps, c'est ce qui donne sens sur nos... même quand on traverse des choses difficiles, de se dire, OK, il y a un sens pour soi. Et dans le deuil, je crois qu'il y a un peu de ça, c'est qu'en fait, on peut passer le deuil. On parle souvent du cadeau caché dans le deuil. C'est que lorsque quelque chose... on arrive à lâcher prise, à se libérer, quelque chose de nouveau arrive. Baruch Dayan à émettre, comme on dit encore une fois, tout est pour le bien. On termine avec un film qui vous a plu, Christelle Albarré, un film consacré à Marilyn Monroe. Oui, il s'agit du film Blonde, sorti le 28 septembre dernier, disponible sur Netflix. Alors, adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, ce long métrage est une relecture audacieuse de la vie de Marilyn Monroe. Alors attention, ce film n'est pas un biopic, certes, il retrace l'enfance tumultueuse de Marilyn Monroe, son ascension fulgurante ou encore ses histoires d'amour complexes. En revanche, et c'est ce qui est un petit peu perturbant, il ne cesse de brouiller la frontière entre la réalité et la fiction, se plaçant parfois dans la tête de Marilyn Monroe afin d'explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Alors Christelle Albarré, vous avez aimé ce film, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il est assez controversé ce film. Certains fans de Marilyn Monroe y voient en effet un biopic fantasmé, détruisant gratuitement un mythe, réduisant une magnifique icône à une psychotique décérébrée. C'est le ressenti de certains. Alors pour vraiment apprécier ce film, il faut davantage le voir comme une fiction qu'une véritable biographie. Après, on le sait, et même si c'est une fiction, les fans ont tendance parfois à idolâtrer leur modèle et être dans le déni absolu dès qu'on évoque une part sombre de leur personnalité. Alors le mot de la fin, il pourrait revenir à David Fincher qui disait « On ne résume pas la vie d'une personne en 2 heures, tout au plus en donne-t-on un aperçu ». Et c'est d'autant plus vrai pour Marilyn Monroe, dont le destin aura été finalement aussi court qu'intense. La preuve, 60 ans après sa mort, en 1962, elle reste l'un des plus grands mythes de l'histoire de la chanson et du cinéma. Oui, et je crois que... Alors déjà, ce film, moi, il m'a vraiment bousculé. Pourquoi ? Il m'a vraiment bousculé parce qu'en fait, pour raconter la petite anecdote, j'ai une copine qui me dit « Christelle, il faut absolument... » J'étais dans l'avion et j'allais au Canada et elle me dit « Il faut que tu regardes Blonde, tu vas te connaissant, tu vas adorer. » Mais alors, tu vas adorer dans le sens... Et en fait, j'étais bousculée parce que je m'attendais pas en fait à ça. Et puis, quand je regarde un film, j'évite généralement d'écouter ce qui se dit ou autre. Je veux le découvrir, je veux faire une rencontre. Et là, dès le démarrage, je suis bousculée. Ça vient me chercher. Et en effet, parce que il est noir, ce film est noir, très noir. Et en fait, à tout moment, en fait, ça vient nous convoquer en effet sur comment on projette quelqu'un, ce qui se passe. Alors, il y a toujours un peu ce regard de psy que j'ai là, mais qui est venu aussi me chercher en tant que femme. Je suis une femme engagée. Et en fait, ce que je retiens de ce film, au-delà la controverse ne m'intéresse pas, en fait, parce qu'il y a vraiment un message à cet endroit-là, c'est de dire qu'il y a beaucoup de personnes, là on le voit par rapport à une personne qui est mythique, mais on est là tous les jours et on projette vachement sur les gens. Ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Et je dis toujours, avant de juger ou pas juger ou d'idolâtrer, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, ce qu'elle vit en ce moment, sa difficulté ou autre. Et donc, c'est plutôt pour essayer d'être dans une ouverture à l'autre, d'aller un peu plus à sa rencontre, de le rencontrer en vrai. C'était plus ça qui m'a touchée aussi à travers ce film. Chacun doit surtout se faire son propre avis. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio Giron.